Dans cette émission, nous allons accueillir Patrick Lécureuil, qui est actuellement en coulisses, qui est un astronome passionné et passionnant. Et avec lui, nous avons réalisé une formation sur l'astrophotographie que vous avez pu découvrir, ou découvrez-la si ce n'est pas encore déjà fait, sur Studio Gemini, ainsi qu'une photo jam. Vous savez, les photos jam, c'est notre nouveau format consacré à la pratique photo. Donc Patrick est astronome, photographe, il est formateur également à la Ferme des Étoiles et auteur de plusieurs ouvrages sur l'astrophotographie et sur l'astronomie aux éditions Axilon ainsi qu'aux éditions de Bock. Et d'ailleurs, j'ai contacté les éditions de Bock qui très gentiment vous permettront de gagner ces deux ouvrages. Donc restez bien jusqu'à la fin de l'émission. On vous posera quelques questions pour peut-être essayer de les remporter. Dans cette émission, un petit peu le menu de cette émission, on aura trois grandes parties. Dans un premier temps, on va découvrir l'univers de Patrick autour de l'univers photo, autour de quelques-unes de ces images très impressionnantes, vous allez le voir, de quoi peut-être nous donner l'ivresse des immensités étoilées. Et puis, dans un deuxième temps, Patrick partagera avec nous quelques clés d'astronomie, pas d'astro, mais photo, mais vraiment d'astronomie, pour mieux connaître le ciel et les étoiles. Et c'était une question qui avait été remontée par de nombreux abonnés à Studio Gemini qui avaient vu la formation débuter en astrophoto avec Patrick et qui demandaient quelques clés pour mieux connaître le ciel et les étoiles. Et ben voilà, on va leur répondre dans le cours de ce live. Et enfin, bien sûr, dans une troisième partie, nous passerons en revue une sélection des meilleures images du challenge de notre photo jam. Allez, embarquement immédiat. C'est parti pour la première partie. On va accueillir Patrick et découvrir son parcours. Salut Patrick. Bonjour à tous et à toutes. Alors, est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tout est OK de ton côté? De mon côté, tout est OK. Eh ben, c'est parfait, c'est parti. Alors, souvent, pour initier ces émissions, je demande au photographe de choisir dans sa photothèque une image qu'il apprécie particulièrement, peut-être parce qu'elle le représente bien en tant que photographe. Et tu as donc choisi une image d'un ciel magnifique, une aurore boréale. Est-ce que tu peux nous parler de cette image, nous dire dans quelles conditions elle a été prise et pourquoi tu l'as choisie? Alors en fait, c'est vrai que j'ai un peu une addiction pour les aurores boréales. Il faut bien l'admettre depuis une Mm. dizaine d'années en fait. Je considère que c'est l'un des plus beaux phénomènes naturels que l'on puisse voir, peut-être le plus féerique de tous, avec une éclipse totale de soleil et puis une éruption volcanique. Pour moi, c'est les trois phénomènes qui sont très Mm. spectaculaires, dont deux sont liés au ciel. Et c'est vrai que j'ai eu plusieurs fois l'occasion d'aller voir ces fameuses aurores boréales et j'encourage vraiment tout le monde parce que c'est probablement vraiment le phénomène le plus spectaculaire, le plus Mm. féerique naturel que l'on puisse voir, quoi. Et alors faire de la photo est pas forcément une priorité quand on fait des aurores boréales parce que c'est un phénomène qui est très beau, très rapide parfois, et il vaut mieux en profiter plutôt que Mm. peut-être que de perdre son temps parfois à faire des photos parce que finalement c'est une émotion si très forte de ses propres yeux. Et au début, quand on commence les photos d'aurore, on a tendance un petit peu à les rater, donc il vaut peut-être mieux en profiter au moins sur le premier soir, je dirais. Mm. Ça, c'est une aurore boréale qui a été prise. Je suppose qu'elle n'a pas été prise en France. Non, parce que même s'il y en a quelques-unes, c'est très rare. On peut avoir Ouais. parfois des petites aurores boréales en France, c'est-à-dire qu'elles sont énormes d'ailleurs près des cercles polaires. Et celle-ci Mm. a été prise en fait au nord de la Norvège, près de Tromsø. D'accord. Et pour justement photographier une aurore boréale, est-ce qu'on peut s'y préparer en tant que photographe? Est-ce qu'il faut qu'il y ait des conditions qui soient des conditions particulières qui permettent aux aurores d'advenir? Alors les aurores, c'est lié à l'activité du Soleil, donc il y en a très souvent, mais le Soleil ayant un cycle d'activité, on a des maximum solaire. Et là, on est plutôt, en fait, on va dire, dans un creux de la vague. Le soleil n'est pas très actif, en fait, Mm. actuellement. Ça repart tout doucement. Mais théoriquement, il faut mieux attendre les années 2023, 2024, 2025 pour voir un soleil un peu plus actif et avoir plus de chances de D'accord. voir de belles aurores. Parce que actuellement, enfin moi je reviens là d'Islande, il y a une quinzaine de jours j'étais en Islande, j'ai pu admirer quelques aurores boréales, mais qui étaient de la petite aurore, je dirais, parce que le Mm. soleil est relativement peu actif. Et finalement, voilà, même s'il y en a tout le temps, il vaut mieux attendre une période où le soleil est un peu plus actif parce que les aurores seront plus spectaculaires. Les aurores comme on a sur la photo, là, elles sont surtout présentes quand on a un soleil relativement actif, ce qui n'est pas tout à fait le cas actuellement. Mm.
Un soleil actif, c'est quoi? C'est avec beaucoup d'éruptions ou une activité solaire, c'est quoi exactement pour le néophyte? Alors en fait, c'est vrai qu'un soleil actif, ça peut paraître un peu surprenant parce qu'en fait, le soleil pour nous, il émet toujours autant d'énergie, autant de lumière, autant de chaleur, qui sont en minimum ou en maximum d'activité. En fait, c'est un cycle magnétique qui est présent sur le soleil. Hmm. Et quand le champ magnétique est relativement intense, ça va générer des éruptions solaires, effectivement, des éjections de matière sur le soleil. Et c'est ça quand on parle de maximum solaire, en fait. D'accord. Et on peut savoir déjà qu'en 2023, 2024, il y aura une activité plus importante du soleil. Bah, disons que c'est un cycle moyen qui dure 11 ans. Alors, pendant D'accord. pas mal de décennies, il était assez constant, assez fidèle sur 11 ans. Et Hmm. puis là, le dernier cycle a duré 13 ans, par exemple. Donc, voilà, pour ça qu'on pense que vers les années 2025, on devrait avoir une activité accrue. Ok. Donc là, une première image déjà pour plonger un petit peu dans ton univers, une image très impressionnante. On va en voir une deuxième. On va continuer de découvrir ta pratique au travers d'une mini-expo de quelques-unes de tes images. Des images qui te sont chères. Tu les as sélectionnées pour ça, soit parce il y avait une anecdote autour de la prise de vue, soit parce qu'elle capte un moment qui est un moment peut-être particulièrement rare, soit simplement parce que la composition te plaît. Là, c'est une image qui te définit assez bien, peut-être aussi photographiquement. C'est une image d'astro-paysage. On a un circumpolaire et un château Qatar, peut-être, au premier plan. Alors en fait, c'est pas un château cathare, c'est un château gersois. Ouais. Alors c'est vrai que moi je pratique à peu près tous les domaines de l'astrophoto, Mm, y compris avec un instrument, mais j'ai toujours une affection très particulière pour l'astropaysage, pour la photo toute simple en fait sur pied, mm, et j'ai toujours une fascination pour les châteaux en ruine. Je sais pas pourquoi, un château en ruine va beaucoup mm, plus m'émouvoir qu'un château pas en ruine. Les châteaux de la Loire, je crois que je les mm, trouverais beaucoup plus spectaculaires en ruine. Mais enfin bon, c'est un avis personnel. mm, Et donc du coup, se rendre de nuit autour d'un château en ruine et le mettre en scène et mettre les étoiles mm, au-dessus, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu. Effectivement, il y a mm. une douzaine d'années de ça, j'avais fait le tour du pays Qatar pour aller photographier les châteaux du Qatar, et j'avais comme ça fait une vingtaine de châteaux. Et dès que je vois un château en ruine, j'ai tendance à m'imaginer en fait, imaginer aller faire de la photo de nuit sous Mm. ce château. Donc là, on a vu pour les circumpolaires quelques clés techniques dans ta formation. Donc on va pas forcément y revenir là pour mieux les saisir. On a un premier plan avec un château. Il y a quoi? Il y a une lune qui est très présente ou c'est un premier plan que tu as toi débouché euh, avec une lampe par exemple? Alors là, c'est la Lune. C'est vrai que pour faire de la photo comme ça de paysage, c'était évoqué d'ailleurs dans les différentes clés, c'est que Mm, utiliser la lumière de la Lune, c'est toujours intéressant parce que, alors faut pas une Lune trop présente, une Lune pleine ou quelques jours avant ou après la pleine Lune, ça fait trop de lumière et ça va estomper, effacer beaucoup d'étoiles dans le mm, ciel. Donc l'idéal, c'est une Lune en premier ou en dernier quartier. Alors, le dernier quartier, c'est plus compliqué parce que c'est vers 3-4 heures du matin, donc faut être mm. courageux. Le premier quartier, c'est en Ouais. première partie de nuit, mais c'est vrai que c'est très intéressant de pouvoir utiliser ce type d'éclairage parce que sur une pause de 10 à 20 secondes, on a l'impression qu'il fait Mm, quasiment jour. mm. Alors là, on a vu un premier château. J'ai tenté le château Qatar parce que je sais que c'est un petit peu ta région de prédilection. Euh, Loupé sur celui-ci, mais on va voir un deuxième château euh, qui là, alors là, je crois que, est-ce que je me trompe? Est-ce que, Non, là c'est le château. Non, ça c'est bien bon, un ouais, château dit Qatar. Alors, je rajoute dit mm, Qatar parce qu'en fait tous les châteaux Qatar ont été rasés et après ils ont été reconstruits pour en faire des forteresses, mais il reste mm, plus beaucoup de châteaux historiquement qui sont vraiment dit Qatar. Mais voilà, en tout cas, ça, c'est un château du pays Qatar. C'est l'un des châteaux, en fait, les plus célèbres du pays Qatar. C'est le château de Perpertus, dans l'Aude, pas très loin de Cucugnan, avec le célèbre curé de mm, Cucugnan. Et en fait, c'est un endroit assez spectaculaire parce qu'on a vraiment l'impression, il y a 40 ans de ça, il y a eu un livre de mm. photos qui a fait connaître tous ces châteaux. Ça s'appelait les citadelles du vertige. Et je trouve en fait que cette appellation correspond très bien. Ce château est même surnommé la Carcassonne céleste, en fait. Et ça, D'accord. c'est un nom que j'aime beaucoup. Et là, on retrouve, il y a plusieurs choses, mais effectivement, on en avait discuté dans ta pratique photo. Toi, tu aimes beaucoup également la mixer avec la randonnée ou avec des itinérances comme ça de nuit. Ça, c'est une photo qui est très lumineuse. On voit très bien le ciel, mais on pourrait se dire qu'elle a été prise quasiment aux petites heures
du jour. C'est une photo qui est prise de nuit, là, on est bien d'accord. Ah oui, complètement. Alors après, en plus, il y a l'aspect Mhm. pollution lumineuse, les zones oranges que l'on Mhm. voit à gauche et à droite. En fait, c'est la lumière à droite, notamment de Perpignan. Et en fait, du coup, on a l'impression que c'est un peu un ciel crépusculaire, que le soleil va se lever Ouais. ou s'est couché il y a pas longtemps. Mais en fait, c'est une photo qui a été prise en début de nuit, hein, en plein été, vers minuit, donc on va dire en début de nuit. Mhm. La lune était assez bien présente. Là, c'était au-delà du premier quartier. C'est pour ça qu'on voit finalement pas tant d'étoiles que ça dans le ciel. Mais Mhm. le premier plan est vraiment éclairé comme s'il faisait jour. Ouais. Ouais, ouais. Et toi, tu pars quand tu pars comme ça pour des randonnées ou alors pour des séances photo, tu pars pour photographier ou c'est vraiment une pratique qui est liée à la randonnée et à la promenade? Bah, non, j'aime beaucoup la randonnée, j'aime beaucoup la Ouais. promenade. En plus, j'habite pas très loin des Pyrénées, donc dès que je peux m'évader un petit peu, Mhm. partir dans les Pyrénées. Alors c'est vrai que maintenant j'ai du mal à envisager de faire une randonnée sans emmener mon trépied pour faire de la photo de nuit. Mhm. Mais après, si jamais les conditions ne s'y prêtent pas, si je peux pas faire de la photo parce que l'aile est trop présente, par exemple, j'ai quand même toujours autant de plaisir à faire de la randonnée. Ok. Alors, on continue. Si vous avez sur le chat des questions à remonter dans le cadre de cette première partie et de la mini-expo, n'hésitez pas, hein, surtout vous pouvez les poser. On va voir une autre photo. Cette fois, on quitte les châteaux. On est sur un ciel austral, avec un ciel qui est là très impressionnant. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce Alors c'est ciel vrai que extraordinaire? Ouais. ouais, ce ciel, en fait, le ciel, il y a une disparité, en fait, une dichotomie dans le ciel, parce qu'en fait, le ciel boréal, le ciel de chez nous, est moins Mhm. spectaculaire à l'œil nu que le ciel austral. C'est par le plus grand des hasards, hein, il n'y a pas de raison Mhm. astronomique particulière, mais il se trouve que dès qu'on passe sous l'équateur, le ciel est plus spectaculaire. En fait, il est plus riche en étoiles. Il y a plus d'étoiles Mhm. brillantes dans le ciel austral que dans le ciel boréal. La Voie lactée, la partie de la Voie lactée est plus Mhm. brillante et plus spectaculaire aussi dans le ciel austral. Et puis, vous avez ce qu'on appelle des objets du ciel profond, donc des objets relativement lointains au-delà de notre système solaire, qui sont en fait relativement spectaculaires et bien visibles à l'œil nu. C'est-à-dire que sous notre Mhm. ciel, on voit essentiellement des étoiles, la Voie lactée, puis quand on a l'œil un peu aiguisé, puis un très bon ciel, surtout on peut deviner la galaxie d'Andromède, mais c'est Mhm. relativement discret, pas très spectaculaire. Dans le ciel austral, même pour un œil non averti, on peut voir des taches floues. Ça peut intriguer au Mhm. premier abord. Et en fait, ce sont, alors on voit notamment là au-dessus des deux coupoles de l'observatoire d'Emax, c'est une photo qui a été prise à La Réunion, on voit deux taches qui sont en fait deux Mhm. galaxies qu'on appelle les nuages de Magellan. Donc en D'accord. haut, le grand nuage de Magellan et le Ouais. petit nuage de Magellan, qui sont des galaxies satellites de la Voie lactée qui tournent autour de notre galaxie. Et ce Mhm. sont deux galaxies, mais très faciles à voir dans le ciel austral, alors qu'on ne voit pas toute l'année, qu'on voit surtout à cette période de l'année en ce moment, là, on va dire au printemps et puis Mhm. en été austral. Et puis vous avez à gauche dans la Voie lactée en fait une petite tache rosâtre en haut à gauche là qui est ce qu'on appelle Ouais. une nébuleuse diffuse, Mhm. une pouponnière d'étoiles qu'on voit également très bien à l'œil nu. Et puis un peu plus bas toujours dans la Voie lactée, il y a une partie un peu sombre comme un trou dans la Mhm. Voie lactée. Mhm. Voilà ici qui est juste en dessous d'une la constellation la plus célèbre d'ailleurs de la Voie lactée, de l'hémisphère sud qui s'appelle la Croix du Sud. Et Mhm. cette région-là s'appelle le sac à charbon. C'est un endroit D'accord. très noir qui est plus noir que le reste du ciel. C'est un endroit où il y a beaucoup de poussière interstellaire et c'est assez rare de pouvoir observer tout ça en même temps. Donc c'est pour ça que j'encourage les Mhm. gens à aller voir des aurores boréales et aussi à aller voir le ciel austral. Mhm. On voit une étoile qui est sur la droite de la coupole la plus à droite, Mmh. est très brillante. Est-ce que Ouais. c'est une étoile reconnaissable, ça, ou Oui, particulière? c'est l'une en fait des étoiles en fait les plus brillantes de l'hémisphère sud en fait, hein, qui Mhm. s'appelle Achernar, mais qu'on voit jamais évidemment depuis chez nous. D'accord. Ok. Donc un ciel très impressionnant. On va continuer parce que il y a photographier le ciel. Là, on voit des observatoires. Mais effectivement, il y a des ambiances aussi qui sont très impressionnantes. Et là, alors c'est sur un lac où on a un très beau reflet. C'est le lac de.
Alors, c'est les lacs d'Ayous. En fait, il y a plusieurs lacs. En fait, c'est Ouais. dans le Béarn. En fait, le sommet qui est visible derrière, c'est un pic du Midi, mais le pic du Midi d'Ossau, c'est dans la vallée d'Ossau, en fait, dans les Mm, Pyrénées-Atlantiques. Et en fait, c'est un très joli coin où il y a plusieurs lacs en fait qui mm, entourent ce sommet. Et c'est vrai que quand il n'y a pas de vent, ce qui est toujours un peu délicat en mm. montagne, la nuit de ne pas avoir de vent, on peut avoir ces fameux lacs miroirs que je recherche beaucoup en photo de nuit. Oui, on a d'ailleurs dans la sélection des images du challenge une photo d'un lac comme ça avec un reflet. Je crois que c'est sur le lac de Beldon dans le Vercors. Effectivement, ça donne des effets qui sont extrêmement impressionnants. On continue. Oui, effectivement, il y a beaucoup de commentaires dans le chat qui disent magnifique. Effectivement, c'est des effets qui sont extrêmement impressionnants. On va voir, Sylvain, une autre photo. Il y a une recherche dans ta pratique photo de pas photographier uniquement le ciel, mais d'essayer de capturer des ambiances et effectivement les châteaux en ruine. Alors pour les châteaux de Blois, il va falloir attendre quelques siècles pour qu'ils le soient. Mais là, on a un château et on a effectivement une ambiance, surtout avec cette découpe en silhouette des arbres qui ont peu de feuilles, qui est extrêmement impressionnante. C'est une photo que tu as prise dans quelle... Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de cette photo? Oui, alors je n'avais pas prévu de la prendre. En fait, c'est une photo un Ah, peu particulière, c'est-à-dire que mm, moi j'ai un métier, je suis souvent sur la route pour justement mm, vulgariser de l'astronomie, et là, en l'occurrence, j'allais faire une animation dans le milieu scolaire, en fait, dans le Lot, au nord de Cahors, et je suis passé juste à côté de ce château, et je me suis dit, tiens, s'il mm, fait beau ce soir, je reviendrai. Et du coup, il n'y avait pas la lune qui était présente, mm, puisque c'était une période de nouvelle lune, et je n'avais rien du coup pour mettre en évidence ce château, sauf qu'en fait, je me promène toujours avec une lampe, justement pour déboucher et éclairer quand il n'y a pas la mm, lune dans mon sac photo. C'est un de mes accessoires photo, ça. mm. Et donc là, en fait, j'ai fait un petit peu de light painting, on pourrait dire, parce que Ouais. durant la pause, finalement, qui est là d'une trentaine de secondes, en fait, eh bien, on me voit d'ailleurs devant, hein, on Mm, me devine un mm, peu en fantomatique, mais en fait, j'ai peint à la lumière le château pour l'éclairer. Et je voulais évidemment ne pas éclairer les arbres. Je trouvais assez sympathique de les trouver comme ça nus sans leurs feuilles, puisque c'est une photo qui a été mm, prise en fait en hiver. Et je trouvais que ça donnait une ambiance un peu particulière, donnait un peu plus de profondeur à l'image que d'avoir les arbres devant et le château et le ciel en arrière. Et c'est vrai que j'affectionne particulièrement ces ambiances. La nuit en pleine nature, en pleine campagne, qu'il y ait un mm. château ou pas, c'est quelque chose que j'affectionne et c'est quelque chose d'extrêmement apaisant. Il y a un côté un peu aventure quand même à partir comme ça dans la nuit sur des paysages qui sont des paysages là de forêt avec des châteaux en ruine. Il y a quand même des ambiances qui sont assez particulières. Je suppose qu'il y a peut-être un petit frisson quand même à faire ce genre de voyage photo. Alors, c'est vrai que bon, pour beaucoup, la nuit, il y a près de 30% des Français qui ont une peur, une appréhension de la Mm, nuit. Moi, la nuit me fascine. La nuit me fascine. mm, J'adore la nuit. Je me sens très bien la nuit, quel que soit l'endroit où je me trouve. Et puis, c'est des endroits où, de toute façon, on est dans un pays comme la France où il n'y a mm, pas une faune sauvage dangereuse. mm. Bah, on craint pas grand-chose, en fait. Donc, Ouais. et après, alors c'est vrai qu'une excitation, je ne sais pas. En tout cas, une peur, oui, une excitation. Après, Mm. j'ai fait quelques rencontres étonnantes. Je me souviens avoir rencontré des militaires en manœuvre en allant Ah, au château de Montségur, par exemple, ouais. en pleine forêt, qui ont joué un peu les rôles de méchants en me voyant. C'était une ambiance assez Ah, ouais, particulière, ouais. puisque il vient me voir en me disant, mais t'es un méchant ou t'es un gentil. Voilà, bon, c'était une plaisanterie, mais c'est toujours un peu Ouais, surprenant ouais. quand on est en pleine nuit en forêt avec des gens qu'on trouve là sous nos yeux, qui Ouais, sont ouais. armés. On ne sait pas s'ils jouent à la guerre ou si ce sont de vrais militaires. Après, on a discuté sereinement, évidemment, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que c'est une ambiance assez particulière, une rencontre aussi Ouais. un peu particulière. Non, mais c'est sûr qu'on plaisante un petit peu différemment avec des militaires en armes de nuit quand on est seul. Je peux comprendre. Là, une pause de 30 secondes. Je suppose que tu as déclenché, tu avais un retardateur ou tu as Oui, eu c'est ça, une... oui, 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 Ouais. oui. Il y a François sur le chat qui nous demande quelles sont les focales utilisées. Alors peut-être sur ces photos ou est-ce que toi tu as des focales de prédilection? Bah, bon, de manière générale, la photo de paysage, le but c'est d'englober du paysage, donc il faut du champ, Mm, donc c'est de la focale courte. À de rares mm, exceptions près, ça va être de la focale relativement courte. Moi, j'ai une focale que j'affectionne particulièrement, notamment quand je fais mes photos d'aurore ou
vraiment de paysage en très grand champ. J'ai un 14 mm vers un 8 en plus qui est extrêmement lumineux, et puis une focale qui est vraiment très intéressante. En gros, je suis souvent entre 14 et puis le 14 et le 24 mm. D'accord. Alors, une dernière image pour passer en revue un petit peu ton univers, et on ne pouvait pas ne pas montrer également une image. Alors ça, c'est un ciel qui est extrêmement impressionnant sur un observatoire. C'est quel observatoire là? Alors, c'est l'observatoire du Pic du Midi de Bigorre, Ouais. dans les Hautes-Pyrénées. C'est un endroit où tu travailles régulièrement? Voilà, j'ai la chance depuis 15 ans d'y aller régulièrement pour y faire de l'animation. Alors, pas de la recherche, hein. Quand tu dis en me présentant Mm. que j'étais astronome, je ne suis pas astronome professionnel, je ne suis pas Mm. chercheur. En fait, moi, je suis médiateur scientifique, c'est-à-dire je fais de la vulgarisation de l'astronomie et depuis la nuit en fait pour que les gens puissent découvrir le ciel étoilé et ses merveilles. Et bien en fait, je vais régulièrement là-haut pour montrer le ciel, Mm. expliquer l'astronomie au grand public. Alors là, c'est un ciel comme je suppose on en voit rarement en France. Là, c'est vraiment une situation exceptionnelle. Oui, oui, c'est un ciel qui est assez exceptionnel, qui s'est fortement dégradé depuis quand même, on va dire, une quarantaine d'années à cause de la pollution Mm. lumineuse, hein. On le voit aussi, tout ce qui est orange sur Mm. l'horizon, ce Mm. sont des halos de pollution lumineuse. À droite, ce qui est bien brillant, c'est la ville de Tarbes, qui est à 50 km, mais évidemment, comme on est en hauteur, on voit très loin, hein. Ce qui est Mm. assez surprenant, c'est qu'au pic du Midi, on voit le halo de Barcelone, qui est à 240 km à vol d'oiseau. Donc du coup, ça veut dire que voilà, le ciel sur l'horizon, il est quand même pas mal impacté par la lumière, comme on peut le voir, mais c'est Mm. sur une bande qui n'est pas très haute en fait, pas très large. Donc du coup, le ciel est rapidement très beau, très spectaculaire. C'est vrai que le ciel de haute montagne, hein, dès qu'on passe à Mm. plus de 2500 mètres, on a un ciel qui est assez exceptionnel. Après, pour retrouver ça sur on va dire une altitude beaucoup plus faible, c'est le Sahara. Moi, les plus beaux cieux, je les ai vus dans le Mm. Sahara, quoi, parce que là, il n'y a aucune pollution lumineuse sur l'horizon et Mm. le ciel est vraiment exceptionnel. Très bien. Alors là, on a vu au travers de ces images, on a pu faire un rapide aperçu de ton univers et de ta pratique photographique. Nous allons maintenant, toujours avec toi évidemment, nous intéresser un petit peu à la connaissance du ciel et des étoiles. Le ciel.